Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. Et bienvenue, 19h06 sur Sud Radio, c'est le 3e numéro, ce 3e face à la presse en ce jeudi soir. Luc Châtel est notre invité exceptionnel. Bonsoir à vous, monsieur Châtel. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, président de la plateforme automobile. Et pour vous interroger ce soir, Patrick Roger qui est avec nous. Bonsoir Patrick. Rebonsoir. Rebonsoir, directeur général de Sud Radio que vous retrouvez évidemment chaque jour dans le grand matin. Sud Radio, aux côtés de Cécile de Ménibus. Valérie Collet est à votre droite. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Journaliste au Figaro en charge de l'automobile. Et Nicolas Zabogy, c'est votre première. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Zabogy, journaliste au quotidien allemand, le Frankfurter Allgemeine Fête. J'espère que je l'ai bien prononcé. Bienvenue à vous trois. Bonsoir. Les attentes et surtout les enjeux de la filière automobile pour ce second quinquennat. Donc ce second quinquennat Macron, va beaucoup en parler ce soir. Les attentes et les enjeux autour de la voiture électrique, évidemment. On va commencer par ça, il y a beaucoup à dire. Les difficultés que rencontre le marché de l'automobile. Et puis enfin, on reviendra en fin d'émission sur l'arrivée des GAFA dans le secteur automobile. On parlera de la voiture connectée. Évidemment, on parlera de l'hydrogène. On va voir si on peut pas nous aussi produire plus, essayer d'être un peu les leaders dans ce secteur. Luc Châtel, voilà, de la plateforme automobile, président, avec nos journalistes ce soir, Patrick Roger, Valérie Collet et Nicolas Zabogy. J'avais juste une question à vous poser, Luc Châtel, juste avant. Je crois que vous avez rencontré les candidats à la présidentielle, c'est en mars dernier, le 14 mars dernier. Exact, vous êtes bien renseigné. Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui était ressorti de ces entretiens. Je crois savoir qu'Emmanuel Macron n'était pas présent, mais qu'il était bien représenté par son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ah bon ? Et il était très bien représenté. Non, mais c'était intéressant parce que nous avions transmis aux candidats un peu l'état des lieux de la filière automobile et ce qui était un peu nos recommandations pour le prochain quinquennat, et nous souhaitions les faire réagir par rapport à ça. Donc on a eu des réactions diverses et variées. Voilà. Ouais. Inégales, mais je tairai mes commentaires. Bon, très bien. Patrick Roger. Une question pour mettre les pieds dans le plat, Luc Châtel, directement. Pendant cette campagne, finalement, il a été question un peu d'automobile, mais beaucoup finalement de la mobilité à travers l'essence et les taxes. Alors, il y avait une candidate qui proposait de baisser en fait les taxes sur l'essence à 5,5. Emmanuel Macron, lui, maintient toujours cette taxe à 20%. Est-ce que la voiture et l'automobile restent la fameuse vache à lait dont on a parlé en fait de l'État, selon vous? Quand on voit le niveau des taxes sur un litre d'essence, vous avez la réponse à votre question. Maintenant, quand je me place du côté du consommateur final, mais aussi de l'industriel, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership. C'est-à-dire, qu'est-ce que coûte globalement au kilomètre une voiture depuis son achat, son entretien et la consommation de carburant. Et de plus en plus, les consommateurs raisonnent comme ça, et les industriels proposent des offres adaptées. C'est-à-dire de plus en plus, vous avez des offres qui sont des offres de location, où on va vous dire qu'au kilomètre, le véhicule va vous coûter tant. Et ça va dans le sens d'une logique de service. Et ça, c'est une mutation énorme de notre industrie. C'est-à-dire que pendant 100 ans, les industriels d'automobiles, ils ont vendu des voitures qu'ils construisaient dans leurs usines. Demain, ils vont être de plus en plus prestataires de services de mobilité du quotidien. Voilà. Et ça, ça paraît simple comme ça, mais ce sont des mutations absolument considérables. Ouais. Mais pour rester quand même sur le domaine en fait des carburants, et on va arriver à la voiture électrique. Demain, ça va peut-être changer, mais via les carburants et puis via en fait l'ensemble de la fiscalité qu'il peut y avoir aussi sur l'achat automobile, ça reste, et vous êtes passé par Bercy, donc vous connaissez bien, il y a quelques années, ça reste en fait une manne importante, quoi. Et le choix a été fait finalement de garder cette manne pour l'État, selon vous? Le choix a été fait de garder ça. Aujourd'hui, les finances de l'État font que c'est difficile de se priver de ce volume de recettes, c'est clair. Cela dit, votre question montre que globalement, personne n'en a répondu à une autre, ce qui est, si tout le monde passe à l'électrique, ce qui est quand même prévu, puisque c'est l'horizon 2035. Bon, si tout le monde passe à l'électrique, comment est compensée, comment est remplacée cette ressource fiscale pour l'État? Voilà. Donc nous n'avons pas à ce stade de réflexion en la matière. Et ça pourrait diminuer d'ailleurs l'intérêt en matière de coût d'utilisation du véhicule électrique, puisqu'il faudrait bien compenser ces manques à gagner pour l'État par autre chose. Donc c'est un vaste sujet. Vous parlez, Valérie Collet. Vous parlez beaucoup du coût d'usage qui finalement... d'après vous, est indolore pour les consommateurs, parce je ne dis pas que c'est indolore.
on a un système de loyer qui fait qu'effectivement, on ne se rend pas forcément compte de l'inflation des prix, mais on a quand même là des prix de voitures, et notamment de voitures électriques, qui sont très, très élevés et qui ont augmenté ces derniers mois. Et donc, ça devient extrêmement compliqué pour un consommateur de passer à l'électrique. Déjà, de s'acheter une voiture tout court, une voiture neuve, mais en plus de s'acheter une voiture électrique. Donc, est-ce que les systèmes qu'on a aujourd'hui de bonus écologique vous paraissent suffisants? Et est-ce que vous pensez qu'il faut effectivement qu'on aille plus loin? Ou bien est-ce que, d'une certaine façon, certains industriels se disent que c'est pas complètement naturel d'avoir ces incitations à l'achat de véhicules et que peut-être, d'une certaine façon, il faudra se désintoxiquer un petit peu progressivement de ces aides à l'achat? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que je suis mal exprimé dans la réponse. J'ai pas dit que c'était indolore du tout. Au contraire, on le voit en ce moment, comme vous l'avez très justement dit, avec l'inflation et les répercussions sur le prix de vente de l'ensemble des biens de consommation, mais en particulier des véhicules particuliers, des véhicules destinés aux particuliers, on voit qu'il y a un problème de prix. Et c'est un souci d'ailleurs que nous, industriels de l'automobile, nous mettons en avant vis-à-vis du pouvoir public. Ça peut devenir un frein pour le passage à l'électrique. Pourquoi ? Un véhicule électrique, c'est 40 à 50% plus cher qu'un véhicule thermique. C'est la même voiture, la 208 ou la Renault Mégane équivalente thermique versus électrique, c'est 40 à 50% plus cher. Voilà. Donc, et ça, cet écart, il va demeurer pendant 4 à 5 ans minimum. C'est-à-dire le temps de la courbe d'expérience et qu'on puisse effectuer des gains de productivité sur l'ensemble de la filière, et en particulier la fabrication des batteries. Vous savez, nous avons lancé en France 3 grandes usines gigafactories de production de batteries qui n'existaient pas. Et donc, dans les 4-5 prochaines années, on pourra imaginer que le coût de ces fabrications de batteries va baisser. Et donc, on rattrapera l'équivalent de prix d'une voiture thermique. Tant que nous n'avons pas rattrapé, eh bien, il est clair que si vous voulez encourager les consommateurs à passer à l'électrique, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a d'autres freins au passage à l'électrique, on va y venir. Si vous voulez les encourager, il faut résorber cet écart. Et à ce stade, cet écart ne peut être résorbé que par des primes incitatives, puisqu'on a directive européenne, une volonté politique qui est de dire vous devez changer de système pour maîtriser les émissions de CO2. Les industriels d'automobile adhèrent à cela. Ils ont pris ce virage. Ils ont investi ils sont en train d'investir des centaines de milliards d'euros. Eh bien, il faut que les consommateurs soient au rendez-vous. Le pire, ce serait d'avoir fait ce virage, d'avoir investi des centaines de milliards, d'avoir développé des nouveaux véhicules, construit des usines de batteries et qu'il n'y ait pas de clients en face. Voilà. Donc, pendant cette période de transition, oui, nous allons avoir besoin, et nous l'avons toujours dit au pouvoir public. Alors, les pouvoirs publics ont prévu des dispositifs incitatifs en sifflet, ce qui nous va bien. Simplement, il faut que la pente soit adaptée à la montée en puissance du marché. Voilà, c'est tout. Et le gouvernement l'a fait ces dernières années, puisqu'il avait repoussé de 6 mois la baisse des primes qui étaient prévues au 1er janvier. Il faudra qu'avec le nouveau gouvernement, nous discutions de ça, c'est-à-dire de la pente pour maintenir une incitation pour encourager les gens pour acheter un véhicule électrique. Nicolas Abogy. Oui, nous avons tout à fait les mêmes problèmes en Allemagne, mais c'est le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, qui a aussi mentionné plusieurs fois que les voitures électriques, ça pourrait causer un problème social. Mais quelle est la réponse? Ou peut-être est-ce que la vitesse de la transition est trop vite au moment là? Est-ce qu'il faut peut-être ralentir un peu avec la transition? Alors, d'abord, je veux redire ici que les industriels de l'automobile ont fait le choix, en France, en 2018, de prendre ce virage, d'accompagner le changement climatique et d'être apporteurs de solutions. Donc, personne ne remet en cause l'engagement qui est fait, le virage vers des véhicules qui émettent de moins en moins de CO2, jusqu'à plus de CO2 du tout. C'est ça l'objectif. Bon. Ensuite, la question, c'est celle du rythme, c'est-à-dire de la capacité des consommateurs d'être au rendez-vous, on vient d'en parler, mais aussi de toute la filière industrielle d'engager ce virage. Vous savez, en France, nous avons 4000 entreprises dans la filière automobile, dont des PME
qui depuis des générations sont des spécialistes de la mécanique, des spécialistes de la production de moteurs diesel, par exemple. On a en France et en Allemagne des fabricants de moteurs diesel exceptionnels. Donc ces entreprises-là, il va falloir les accompagner pour qu'elles prennent le temps de trouver d'autres moyens de produire autre chose, et donc de prendre des virages. Donc oui, on a besoin de temps, d'adaptation pour l'ensemble de la filière. Sinon, nous avons fait des simulations, il est clair qu'on aura un impact sur l'emploi qui sera très élevé. Déjà, avec le rythme qui est imposé par la directive européenne, c'est-à-dire moins 55% prévu en 2030, c'est pas encore signé, mais c'est en négociation actuellement, on pourra y revenir. Eh bien, on estime que l'impact sur la filière française, qui est de 400 000 emplois aujourd'hui, serait de moins 65 000 emplois. Voilà. Donc ce virage, oui, il a un coût social. Il faut que le grand public l'entende. Il faut que les pouvoirs publics l'entendent. Il a des conséquences économiques pour les consommateurs. Il a des conséquences sociales. Ouais. Et enfin, il a des conséquences en matière de souveraineté. Oui, Luc Châtel, peut-être, parce que les automobilistes qui nous entendent aujourd'hui, et les auditeurs, se posent la question, parce qu'ils n'ont pas en tête forcément ce calendrier, cet agenda européen. Vous parlez en fait des directives. Quand est-ce qu'ils ne pourront plus rouler en France et en Europe dans ces fameuses voitures à essence thermique? Alors peut-être expliquer... Et c'est là peut-être où, comme le disait mon confrère, il y a peut-être un ralentissement à faire. Voilà, alors peut-être expliquer aux auditeurs de Sud Radio d'où nous venons et où nous allons. Hein. D'où nous venons. L'industrie automobile en France, en près de 20 ans, a divisé par 2 les émissions de CO2 au kilomètre. Oui. Bon. Donc c'est un effort considérable. Ouais, considérable. Ouais. Et quand j'entends partout stigmatiser les transports et tout, les transports ont augmenté, l'émission dans les transports, parce que le volume a augmenté. C'est-à-dire qu'il y a plus d'activité économique, il y a plus de mouvements, de livraisons, etc. Bon. Mais à l'unité, on a divisé par 2 en 20 ans les émissions de CO2 au kilomètre. On a divisé par 10 les émissions de particules. Voilà. Donc il y a eu un effort absolument considérable avant même qu'on discute de ce virage radical vers l'électrique, c'est-à-dire zéro CO2. Beaucoup d'automobilistes ne comprennent pas, se disent mais finalement on a des voitures qui sont aujourd'hui quand même beaucoup plus propres, on pollue beaucoup moins, et pourquoi on veut nous faire basculer vers l'électrique avec une part d'inconnu? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe a décidé de la neutralité carbone à horizon 2040, et elle a décidé d'engager filière par filière des virages pour être exemplaire. C'est le fameux Green Deal, dont Fit for 55, la directive qui nous concerne, nous, l'automobile. Ne parlons plus en anglais, puisqu'ils ne sont plus en Europe. Donc, c'est une directive qui prévoit une réduction du CO2 émis au kilomètre pour les véhicules neufs jusqu'en 2030. Voilà. Jusqu'à présent, je vous ai dit tout à l'heure, on avait divisé par 2 en 20 ans. On était à 90 grammes en 2020, 90 grammes de kilomètre. Il était prévu d'aller jusqu'à environ 50 grammes en 2030. Voilà. La nouvelle directive sur la table prévoit à nouveau un durcissement de cela. C'est-à-dire que la pente sera encore plus dure. Ce qui fait que dans nos projections, nous avions prévu initialement que pour tenir ces contraintes, pour ne pas payer d'amende, puisque si on ne tient pas ces contraintes, on paye des amendes. Bon. Il fallait, il y a encore 2 ans, environ vendre 1/3 de véhicules électriques en 2030. Actuellement, le texte qui est sur la table en discussion à Bruxelles fait qu'il faudrait vendre 2/3, 70% de véhicules, soit électriques, environ 50%, soit hybrides, environ 20%. Voilà. Et on en vend beaucoup moins. Ça veut dire que si nous voulons tenir les engagements qui sont en discussion aujourd'hui au niveau européen, les constructeurs, en 2030, dans 8 ans, devront vendre près de 70% de véhicules électriques. Et si on durcit, je retourne, c'est un peu long, mais je crois qu'il faut expliquer aux auditeurs, je reviens à votre question, si on durcit à nouveau, eh bien on raccourcit, on durcit la pente, on raccourcit le délai, et donc, on contraint davantage. C'est-à-dire qu'il faudra à ce moment-là qu'il y ait 80 ou 90% des volumes vendus qui soient électriques. Et donc, toute la question... dans le mur, Luc Châtel, non ? Toute la question, c'est la capacité d'absorption par ce qu'on a dit tout à l'heure. Le consommateur, l'industrie, la filière... les bornes rechargeables... les bornes, les très clairement... se disent, mais où est-ce que je recharge ? Et donc, c'est pour ça, je reviens à votre question...
c'est pour cela que nous ne contestons pas l'objectif. Ouais. L'objectif, il est d'arriver à terme à zéro émission. Simplement, nous contestons le rythme. Et nous pensons qu'il faut faire attention, d'abord, à ne pas avoir une solution technologique unique. Je pense que c'est un vrai risque. De mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi les constructeurs, pour respecter ces normes, vont vers les batteries, les électriques batteries? Parce que c'est la seule technologie actuellement disponible qui permet de tenir ces normes à un coût à peu près acceptable, même si on l'a dit tout à l'heure, il est au-dessus du thermique. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autres technologies qui rendent possible, qui nous font rentrer dans les clous en matière de réglementation. Voilà. Donc, ils vont à fond vers l'électrique. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne le crois pas. Parce qu'il y a d'autres solutions possibles. L'hydrogène, vous l'avez évoqué tout à l'heure, alors c'est l'électrique, vous me direz l'hydrogène, mais c'est un autre moyen de produire de l'électricité pour les batteries de véhicules. Les Allemands, nos amis allemands, travaillent par exemple sur les carburants synthétiques. Voilà. Donc, c'est quoi les carburants synthétiques? C'est très cher. Ouais. Alors, c'est très cher, mais il y a une filière qui est en train de se mettre en place. Et en tout cas, je veux dire, le pire, c'est d'aller à fond. Si vous voulez, de mettre, c'est comme au casino, vous misez tout sur un pion. Voilà, le rouge, le 7 rouge. Bon. Si vous voulez, il y a quand même un risque. Donc, ce que nous disons pour les auditeurs, là, si vous pouvez préciser ce que sont les carburants synthétiques, parce que là, alors les carburants de synthèse, ce sont des carburants qui sont développés à partir de molécules de synthèse par les pétroliers, et qui peuvent être une alternative à cela. Simplement, si vous êtes en 2035 à zéro émission de CO2, zéro, ce qui est actuellement la discussion sur la table, les carburants de synthèse, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Voilà. Donc, ce que nous disons, oui pour l'objectif, nous avons déjà pris notre part et nous continuons, nous accélérons. Attention au rythme, parce que le rythme, il peut avoir des conséquences ravageuses sur les consommateurs, prix beaucoup trop élevé pour les véhicules, pour la filière, capacité d'adaptation de la sous-traitance, pour l'emploi. Et puis enfin, on a un sujet de souveraineté. C'est-à-dire que les batteries, c'est très sympathique, mais les batteries, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Je vous disais tout à l'heure, on a lancé 3 gigafactories, mais les gigafactories, elles ne seront pas prêtes avant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. D'ici là, on va importer des batteries de Chine. Vous proposez donc qu'on ralentisse le rythme, en tout cas qu'on a un rythme... En tout cas qu'on ne l'accélère pas. Voilà, en tout cas qu'on ne l'accélère pas. Mais quand on entend effectivement les propos d'un certain nombre d'experts sur le climat, l'urgence climatique, ce n'est pas rien. En plus, on a un président de la République qui a dit qu'il allait s'engager donc pour un programme écologiste. Et donc, ça veut dire que ces questions-là vont être très importantes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement, on va pouvoir ralentir ce rythme, ou est-ce qu'au contraire, on ne va pas mettre le pied sur la pédale d'accélérateur? Il faut imaginer le rythme qu'on est en train de nous imposer. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, une filière qui s'est construite entièrement sur un type de propulsion qui avait émergé il y a près de 100 ans, qui est le moteur à explosion, et se transforme en un autre mode. Il faut imaginer que dans l'automobile, la barrière à l'entrée, c'était le moteur. Pourquoi? Parce qu'il faut environ 5 milliards d'euros pour développer un nouveau moteur. C'est un vrai savoir-faire. Ce sont des investissements absolument considérables, qui expliquent qu'il n'y ait pas des millions de constructeurs automobiles dans le monde. Voilà, c'est un vrai savoir-faire. On va faire disparaître ça pour une technologie qui est assez basique. Les spécialistes m'en voudront pas, mais par rapport à ça, un moteur électrique, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de composants. Ça coûte quelques centaines de milliers d'euros, même si aujourd'hui, on peut en faire des plus complexes. Et les Chinois ont 10 ans d'avance sur nous en la matière. Voilà. Ils fabriquent les batteries, ils fabriquent les moteurs, ils ont l'électronique de puissance, et ils ont un marché domestique qui leur permet d'amortir tous les coûts de R&D. Ce qui fait que même aujourd'hui déjà, sur à peu près 3,5 millions de véhicules électriques vendus dans le monde, il y en a presque les 2 tiers, 60%, qui sont en Chine. Donc, le risque, c'est quoi si on va trop vite? C'est que nous ne soyons pas prêts, la filière automobile européenne, et que nous délivrions un tapis rouge pour les Chinois, justement, pour les par rapport aux véhicules électriques. Les Chinois et les Coréens qui vendent beaucoup de véhicules en ce moment, en France notamment,
est-ce que vous pensez qu'il faudrait taxer ces véhicules de manière à ce que finalement le droit d'entrée soit peut-être un petit peu plus difficile moi, je pour veux eux? dire, je suis toujours très prudent sur les barrières aux frontières, les taxes, etc. Parce que c'est toujours à double sens, à double tranchant. Si vous mettiez une taxe dans un sens, vous en aurez une autre dans l'autre. Donc je suis plutôt pour la vérité des prix. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que notre pays, l'Europe, mais la France en particulier, par exemple, soit plus compétitive. C'est un vrai débat que nous avons eu pendant la campagne avec les candidats. Nous leur avons montré que, par exemple, contrairement aux idées reçues, y compris au débat que nous avons eu souvent avec le gouvernement précédent, on n'est pas au top en matière de compétitivité en France. C'est facile pour les industriels de l'automobile, ils ont des usines dans quasiment tous les pays. Donc ils peuvent comparer ce que coûte une usine en Espagne. Je ne vous parle pas du Maroc, ou je ne vous parle pas de l'Europe centrale. En Espagne, par exemple. On peut regarder les impôts de production, on peut regarder tout cela. Donc nous avons besoin déjà d'être compétitifs pour attirer des investissements. Donc, il faut la vérité des prix, et je ne crois pas beaucoup à des taxes aux frontières qui auraient un effet pervers sur l'ensemble de l'industrie automobile. On va se retrouver dans quelques minutes. Luc Châtel, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. C'est le Face à la Presse ce soir. Luc Châtel qui est notre invité, président de la plateforme automobile. Luc Châtel donc face à Patrick Roger, Valérie Collet et Nicolas Zabogy. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. Et ce Face à la Presse, c'est jusqu'à 20h avec Luc Châtel, notre invité exceptionnel ce soir, président de la plateforme automobile. Luc Châtel face à Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, que vous retrouverez demain dans le Grand Matin Sud Radio, comme chaque jour. C'est avec Cécile de Minibus. Valérie Collet est avec nous, journaliste au Figaro en charge de l'automobile. Et puis Nicolas Zabogy, journaliste au quotidien allemand, le Frankfurter Allgemeine. C'est difficile, Luc Châtel, en ce moment pour le marché de l'automobile. Les chiffres ne sont pas bons. Sont pas très bons, en tout cas, les immatriculations de voitures neuves qui ont reculé de près de 20%. Le rebond attendu après le Covid, finalement, n'a pas eu lieu. Il a pris un peu de retard. Comment ces mauvais chiffres peuvent être améliorés, c'est pas Luc qu'ils sont pas Châtel? très bons, c'est qu'ils sont très mauvais. Ils sont très mauvais, oui. Faut dire les choses. Oui. Voilà, j'ai été porte-parole du gouvernement dans une autre vie. On pouvait faire de la langue de bois. Ouais. Là, on se parle franchement. Là, non, mais Voilà, ils sont catastrophiques. Parlons vrai. Bon, non, mais au-delà de la plaisanterie, si vous voulez, effectivement, on a eu une première année de Covid à moins 20%. La deuxième année, 2021, nous pensions rebondir. On est resté à moins 20%, au même niveau que l'année 2020. Et depuis le début de cette année, 2022, où nous pensions rebondir, on a à nouveau une baisse de 17%, qui fait qu'actuellement, on doit être à moins 34% par rapport à avant la crise du Covid. Moins 34%, vous imaginez. Il n'y a pas d'autres filières industrielles qui, comme l'automobile, qui n'ait pas retrouvé son activité, pas forcément pré-Covid, mais en tout cas assez proche. Donc oui, c'est un énorme sujet. Alors c'est lié à de nombreux phénomènes qui se sont additionnés. Nous avons aujourd'hui effectivement des difficultés d'approvisionnement sur un certain nombre de composants, notamment encore les puces, les fameux composants électroniques, qui nous ont fait perdre quand même au niveau mondial 11 millions de véhicules qui n'ont pas pu être produits l'année dernière, en 2021. Et cette année, on est déjà à 1 600 000 véhicules qui n'ont pas pu être produits, dont la moitié en Europe. Bon. Donc ça va avoir un impact. On a des problèmes de logistique, on a des problèmes de prix, et on a des problèmes de passage à l'électrique, où aujourd'hui, c'est vrai, les consommateurs, je reviens à la question de Patrick Roger, les consommateurs sont perdus. C'est-à-dire que, imaginez, à Paris, si vous voulez changer de véhicule demain, qu'est-ce que vous faites ? Vous savez qu'en 2024, il est prévu l'interdiction du diesel. Bon, donc vous prenez l'électrique. Est-ce qu'il y a suffisamment de bornes de recharge pour vous garantir d'avoir voilà, donc c'est un énorme problème et on le voit bien. Nous travaillons beaucoup avec nos amis de Mobiliance, la partie distribution de la filière automobile. Nous avons nos propres réseaux de distribution. On entend les consommateurs et nous disent mais qu'est-ce que je dois acheter aujourd'hui ? Et donc ça, évidemment, ça décale, ça retarde. D'où d'ailleurs finalement ce marché qui se
se porte vers l'occasion de plus en plus. Sur de la voiture reconditionnée, il y a des vertus en fait. Oui, et on se dit, on recycle aussi un petit peu. Je préfère acheter une voiture peut-être pour 2-3 ans en attendant que l'électrique monte en puissance, qu'on ait les bornes de recharge. Tu vois, les bornes de recharge, c'est un énorme sujet. Oui. Parce que les industriels, ils ont fait le boulot. Ouais. En 2018, moi j'ai signé avec l'État, avec le gouvernement précédent, actuel, un contrat pour 5 ans où on a pris des engagements. Nous avons pris un engagement, c'était de multiplier par 5 le nombre de véhicules électriques en 5 ans. Voilà. On va être, à la fin du contrat, la part de marché des véhicules électriques plus hybrides aura été multipliée par 10. Voilà. Ouais. Donc on est un peu au-delà de nos engagements. Le gouvernement s'était engagé à multiplier par 5 les bornes de recharge. Alors, pas lui, mais en tout cas à favoriser, à faire en sorte qu'il y ait un écosystème, l'émergence de bornes de recharge. Voilà. On était à l'époque à 20 000 bornes de recharge, on est à 53 000 actuellement. Donc le compte n'y est pas. Et il nous en faudra beaucoup plus. Il y a des projections qui sont faites en Europe sur le besoin en bornes de recharge, si on veut respecter les engagements que j'évoquais tout à l'heure en 2030, mais il faudrait 7 millions de bornes de recharge en Europe. Donc c'est tout à fait considérable. Je crois que personne n'a compris l'ampleur de la tâche qui nous attend. Et ça, ce sera la priorité numéro 1 du prochain gouvernement. Ouais. C'est un maillage de bornes de recharge de proximité. Si on n'a pas ça, il n'y aura pas de passage. Alors quels sont les acteurs? Qui est-ce qui va pouvoir effectivement investir dans ces bornes de recharge? Parce qu'il va probablement y avoir une pression supplémentaire de la part du nouveau gouvernement, puisqu'on dit qu'il y aura un Premier ministre ou une femme Première ministre, voilà, pour respecter la parité, donc qui pourrait accélérer, qui pourrait avoir plutôt une vision écolo, quoi. Mais ça va même plus loin que ça, Patrick Roger. J'ai entendu le président de la République dire qu'il souhaitait qu'il y ait un ministre qui chargeait de la planification. Bah là, on est exactement dans l'exemple de la planification. Ouais. C'est-à-dire que comment on passe de 50 000 à 100 000 en un an, et ensuite à 200, jusqu'à 1 million de bornes. Quand on va avoir à 100% des véhicules vendus qui seront électriques, il faudra bien avoir un maillage territorial. Alors, je dis pas que c'est simple. Voilà. Il y a un maillage, il y a des collectivités publiques. Il y a les collectivités locales, les agglomérations qui ont en charge la responsabilité des transports. Il y a les distributeurs, par exemple. Il y a les distributeurs de véhicules, donc tout le réseau de l'après-vente qui prend sa part dans le domaine. Donc c'est une multitude d'acteurs, publics et privés. Et donc, il y a nécessité d'animer tout cela et puis de faire en sorte qu'il y ait des financements. Voilà. Les bornes rapides sur autoroute, faites l'exercice. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, d'aller en Haute-Marne. C'est à 300 km de Paris. Et à chaque fois, il faut s'arrêter à mi-parcours pour recharger 20 ou 25 minutes. Et il faut trouver les bornes. Et encore, je suis le seul à recharger, il n'y en a pas beaucoup. Mais le jour où vous aurez les grands départs en vacances, comment on fait ? Bon, donc tout ça, c'est un énorme sujet qui peut hypothéquer la transition que nous avons évoquée. Donc, priorité numéro 1 pour le prochain gouvernement. Nicolas Sabogy. Mais comment y aller ? Par exemple, les Pays-Bas. Ils ont beaucoup fait mieux. Alors, ils ont un réseau qui est beaucoup plus élevé. Alors, je pense pas qu'il y avait une planification. Ça me semble un peu socialiste de parler d'une planification. Vous connaissez bien la France maintenant. En Allemagne, il y a la même chose. Mais les Pays-Bas, c'est pas un pays socialiste. Alors, chaque pays a ses méthodes, ses propres méthodes adaptées. Je me risquerais pas à comparer avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un petit pays et c'est un pays très dense. Donc, c'est peut-être plus simple qu'un pays qui fait 550 000 km². Mais je crois que chacun ses méthodes. Nous, on sait à peu près ce qu'il faut faire en France. Maintenant, il faut la volonté. Et il faut débloquer des financements. C'est ça le sujet. Nicolas, non. Je ne suis pas vraiment convaincu parce que il y a assez d'argent. Vous savez, on est plutôt le paradoxe, c'est que dans ce marasme que je viens de décrire, la France est plutôt bien placée en nombre de bornes par véhicule en Europe. Voilà, donc c'est paradoxal. C'est paradoxal. Le drame, c'est par exemple dans tous les pays du Sud, l'Italie est très mal placée, l'Espagne, la Grèce, n'en parlons pas et tout. Donc il y a vraiment besoin d'une politique européenne en la matière. Oui, mais je pense qu'il y a assez d'argent. Il y a assez d'investisseurs, mais peut-être c'est l'industrie, ce sont les automobilistes qui ne veulent pas investir.
Alors ils disent les constructeurs. Les constructeurs, oui. Ils disent il faut que l'État investisse. Puisque vous êtes représentant des constructeurs, là il peut y avoir un gros paradoxe, parce que c'est vrai. Est-ce que les constructeurs chinois vont venir investir effectivement en France dans les bornes Est-ce que Toyota ou d'autres acteurs en fait étrangers viendront en France investir en fait pour les constructeurs dans l'absolu, c'est pas leur métier que de la même manière que c'était pas à eux de fabriquer et créer des pompes à essence. Sauf qu'en Allemagne, ils ont fait un consortium qui est très efficace. J'y viens. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, c'est que donc dans l'absolu, c'est pas leur métier. Voilà. Par contre, pour pallier les retards d'un certain nombre d'industriels, des infrastructures, les autoroutes ou des pouvoirs publics, oui, certains constructeurs se sont associés. Donc il y a Unity en Allemagne, qui est un consortium qui a décidé de prendre les choses en main pour les bornes à recharge rapide. Voilà. Donc il va y avoir d'autres consortiums de ce type, il va y avoir une accélération en la matière. Mais si vous voulez, il y a 1% du travail qui a été fait. Il faut avoir bien conscience de cet enjeu. C'est pas le seul. Il y a d'autres enjeux pour le passage à l'électrique. Vous parliez des Chinois. Je pense pas que les Chinois vont commencer par construire des bornes. Mais en revanche, ils vont débarquer avec leur voiture. On annonce le prochain salon de Paris qui se tiendra du 16 au 23 octobre à la porte de Versailles. Eh bien, je peux vous annoncer que les constructeurs chinois seront là. Oui. Voilà. Et pour avoir été en Chine, voir les salons de Shanghai ou de Pékin avant le Covid, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Chinois, ils font des véhicules qui commencent à ressembler à quelque chose. Ils font de belles voitures. Et qui coûteront probablement un peu moins cher que Stellantis et compagnie. C'est bien un sûr. Enjeu. Ouais. Et c'est d'autant plus un enjeu, je vous parlais de souveraineté tout à l'heure, que dans la chaîne, dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électrique, il y a beaucoup d'éléments que nous ne maîtrisons pas. Tout à l'heure, je parlais de la sous-traitance dans la mécanique, dans la forge, dans la fonderie, qui est un savoir-faire historique de l'Europe. Et on a des sous-traitants qui sont de grande qualité. Mais aujourd'hui, où sont les métaux rares, la production, l'extraction de métaux rares pour fabriquer des batteries? On sait que c'est dans quelques pays qui sont plutôt des pays compliqués politiquement. On sait qu'on va avoir besoin... on a du lithium en France, mais ça va être compliqué de l'exploiter, par exemple. Alors, figurez-vous que j'étais l'autre jour au Grand Prix Start-up de l'Automobile Club de France, qui est très intéressant. C'est un concours de start-up dans l'automobile. Et l'un des lauréats a présenté une technologie pour extraire le lithium des eaux de source chaudes d'Alsace. Voilà, donc c'est original. Vous voyez, les eaux thermales sont pleines de lithium, et donc il a présenté un procédé. Donc je cite cet exemple parce que, vous savez, nous sommes à un virage technologique exceptionnel. Voilà. Et c'est le plus grand virage dans l'histoire de l'automobile. Ça veut dire que c'est le temps des pionniers. Donc vous avez des gens qui vont inventer de nouvelles choses dans les prochaines années. Beaucoup vont échouer, mais certains vont réussir. Donc c'est un nouveau départ. Mais pour ce qui concerne les mines, on a souvent le sentiment que les mines, on en a besoin, mais qu'on préfère qu'elles soient très loin de chez nous. Donc ça pose aussi un problème. Très bonne remarque. Lorsque la filière mine française est allée rencontrer la présidente de la Commission européenne et lui a expliqué l'enjeu de souveraineté. La présidente a dit, mais vous allez quand même pas me faire acheter des mines. Voilà. Et elle regardait en disant, bah si, il faut prendre des participations dans des mines très en amont pour être capable de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et il y a en France un travail remarquable qui a été effectué par Philippe Varin, l'ancien président de PSA, sur précisément toute cette souveraineté en matière de métaux rares pour produire des batteries, avec des mesures très concrètes. Donc un fonds d'investissement pour prendre des participations dans des mines, pour avoir le fléchage en amont. Ensuite, la transformation, il faut la faire chez nous, pas en Chine ou au Cameroun ou je sais pas où, en Russie. Hein, la Russie est entre nous gros producteur, deuxième ou troisième producteur de cobalt et de nickel. Bon, on va avoir besoin de 35 fois plus de nickel dans les 10 prochaines années. 35 fois plus, comment on fait? Donc tout ça, si vous voulez, je reviens au début de notre conversation. La filière automobile, encore une fois, elle adhère à cette transformation. Elle veut prendre sa part et elle veut être apporteuse de solutions dans cette transition énergétique.
mais à condition de prendre le problème dans son ampleur, de pas le prendre par le petit bout de la lorgnette, de pas regarder uniquement ce qui sort du pot d'échappement. Mais la batterie, comment elle est fabriquée, avec quelle matière première. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne idée d'aller vendre des voitures électriques en Pologne où 80% de l'électricité est à base de charbon? Là, toutes ces questions, on a l'impression que personne ne se les pose en Europe. C'est surréaliste. On va s'arrêter un court instant, c'est passionnant. On va revenir dans quelques minutes avec vous, Luc Châtel, face à la presse ce soir, face à Patrick Roger, Valérie Collet, Nicolas Zabogy. Évidemment, on va revenir sur les enjeux de cette souveraineté. On commençait à en parler, la mise en place d'une filière de la batterie, d'hydrogène, de semi-conducteurs. Et puis on parlera aussi des GAFA de la voiture connectée. Voilà, dans quelques minutes avec vous, Luc Châtel, et avec nos journalistes. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. Et face à la presse ce soir avec Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, Valérie Collet, journaliste au Figaro en charge de l'automobile, Nicolas Zabogy qui est avec nous, journaliste au quotidien allemand, le Frankfurter Allgemeine, et tous trois interrogent depuis 19h maintenant Luc Châtel qui est avec nous. Merci encore Monsieur Châtel, président de la plateforme automobile. On parle beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois surtout, de la voiture connectée. Il y a la voiture autonome, il faut bien faire la différence. Pour certains Français, ça paraît abstrait, ça paraît très lointain. Où on en est dans l'avancée jusqu'à la voiture autonome par exemple, et la sécurité qui va avec, et la voiture connectée aussi? Alors l'avancée, elle est permanente. Si vous voulez. Votre véhicule, je ne sais pas ce que vous avez comme voiture, mais votre véhicule, il est connecté. Il capte en permanence une multitude d'informations. Et vous savez qu'il y a plus de millions de lignes de code aujourd'hui dans une voiture neuve qu'il y en a dans un avion. Voilà. Donc, faut imaginer, moi j'ai appris à conduire sur une 4L, une Renault 5, dans les années 80. Bon, c'était basique. Quand vous voyez aujourd'hui la concentré de technologie que ça représente, c'est fabuleux. Voilà. Donc, on en est là. Et d'ailleurs, ça explique aussi, vous évoquiez tout à l'heure le prix des voitures, ces dernières années, un certain nombre d'équipements, notamment de sécurité, ont entraîné des coûts, une surcharge en poids. On critique parfois le poids des voitures, mais c'est souvent des équipements de sécurité. Et puis enfin, un surcoût en la matière. Donc, où est-ce qu'on en est? Nous continuons, les constructeurs continuent à travailler sur le véhicule autonome. Simplement, aujourd'hui, en Europe, leur priorité, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, en matière d'affectation d'investissement. Mais ils continuent à investir pour, à terme, proposer à leurs clients des solutions de mobilité automatique qui seront mises en œuvre progressivement. Voilà, c'est pas forcément la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, ce sont des solutions alternatives de transport urbain qui seront autonomes et qui seront présentées. Valérie Collet. Et au passage, ces véhicules connectés dont on parle sont très gourmands en semi-conducteurs dont on manque cruellement aujourd'hui. Très juste. Parce que vous parliez tout à l'heure de souveraineté et notamment le problème des semi-conducteurs pose problème, c'est qu'on est très dépendant de ces petites puces. Et on a lancé quelques projets, il y a quelques projets européens qui sont là, mais le problème c'est que c'est des projets qui mettent un temps fou avant d'être opérationnels, ce qui veut dire que là, par exemple, cette crise de semi-conducteurs qui s'éternise, elle va encore poser des problèmes, elle va continuer on va continuer à manquer de ces semi-conducteurs. Et donc, voilà, c'est aussi le problème de ces voitures super connectées. Non, vous avez entièrement raison. Tout à l'heure, j'évoquais les questions d'équipement de sécurité. Vous voyez, un ABS que tout le monde comprend, que tout le monde connaît, quasiment tout le monde en a dans sa voiture aujourd'hui. Un ABS, c'est quasiment 400 microprocesseurs, 400 puces électroniques. Des pièces qui valent 2 à 3 centimes, c'est minuscule. Mais pour un manque d'approvisionnement d'une seule pièce, vous êtes obligé d'arrêter la production et donc l'usine de fabrication de véhicules. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Nous pensions que la chaîne d'approvisionnement rentrerait dans l'ordre au 2e semestre de cette année. Ça, c'était fin 2021. Malheureusement, depuis, il y a eu 2 phénomènes. Il y a eu premièrement la guerre en Ukraine qui a bouleversé des chaînes logistiques et a perturbé tout cela, et la Chine, qui est retombée en Covid et a été confinée à nouveau, toute la zone de Shanghai, mais pas que, il y a plusieurs villes en Chine, et qui a à nouveau cassé la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Donc malheureusement, on ne reviendra pas à la normale avant courant 2023. Donc ça veut dire qu'on va continuer à avoir des ruptures de stock
et donc d'approvisionnement, et donc des délais pour le consommateur, l'auditeur qui nous écoute. Ça veut dire des délais de livraison de véhicules, de certains véhicules, qui peuvent être de plusieurs mois. J'aurais une question en revenant, alors en passant et en revenant peut-être à ce qu'on évoquait au tout début de l'émission, c'est-à-dire que vous avez tiré la sonnette d'alarme là quand même, Luc Châtel, en fait, dans cette émission ce soir, vis-à-vis en fait de l'Europe, en disant stop, ralentissez quand même un tout petit peu. On dit pas stop. On dit pas stop. Non, attention stop. au rythme. Attention, mais quand même, on rétrograde en fait un petit peu, quoi. Sinon on va dans le mur. Et on propose par exemple une clause de revoyure en 2028. Est-ce que donc on vous entend, et quelles sont les politiques qui vous entendent effectivement au niveau européen? On a l'impression que on avance à l'aveugle. Et puis est-ce qu'en France on répond également à l'ensemble de vos inquiétudes là pour toute la filière, parce qu'on a une filière automobile qui était quand même ultra développée, les constructeurs qui ont été obligés de se regrouper en fait aujourd'hui en achetant en fait d'autres ou en se regroupant avec d'autres grands constructeurs étrangers, je pense à Stellantis par exemple, et qui sont menacés. Est-ce que les politiques ont conscience en fait de ça? Est-ce qu'ils sont prêts aussi à répondre à toutes vos inquiétudes? Alors je crois que les politiques, quels qu'ils soient, et le gouvernement actuel est conscient à la fois de la force et des risques de la filière automobile. La vérité, c'est que le gouvernement nous a beaucoup accompagnés dans la période que nous avons connue du Covid. Nous avons par exemple obtenu des dispositifs jamais vus en matière d'aide à l'innovation. Là, nous venons de lancer un nouveau fonds d'aide à l'innovation de 250 millions d'euros par an. C'est le travail que nous avons mené depuis 3 ans avec le gouvernement qui l'a rendu possible. Donc oui, il y a une écoute, il y a une prise de conscience. Ensuite, sur l'ensemble du virage que vous abordiez tout à l'heure. Alors sur le virage, le président de la République s'est exprimé sur le sujet. Il est favorable à ce que on continue à avoir après 2035 autre chose que des véhicules batterie. Et donc, on est des véhicules hybrides rechargeables. Voilà. Il l'a dit, et c'est la position de la France dans la négociation actuelle. Simplement, la France, elle est un peu isolée, parce que, comme souvent, les pays qui n'ont pas d'usine automobile, qui n'ont pas de tradition automobile, dans les 27... finalement, ils sont là, ils se disent, pourquoi on n'irait pas plus vite, pas plus loin, etc. C'est un peu ceux qui ont les problèmes et ceux. Et là, on peut s'entendre avec nos amis allemands ou pas? Oui, nous avons, alors avec nos amis industriels allemands, nous avons pris une position commune sur 2035, donc en disant on ne veut pas de solution unique. La France poussant l'hybride rechargeable et l'Allemagne, je l'évoquais tout à l'heure, poussant les carburants synthétiques. C'est la position que nous avons prise avec nos homologues allemands. Maintenant, les positions politiques des gouvernements ne sont pas encore arrêtées. Voilà. Et on va voir quelles positions seront prises dans les mois qui viennent. Les semaines qui viennent. Nicolas, une dernière question, il nous reste 2 petites minutes. Allez-y. Les problèmes sont comparables concernant l'électricité. Alors, est-ce qu'il y a vraiment assez d'électricité en France, en Europe? Parce que pour faire la voiture électrique, on a besoin une très bonne question. Électricité verte. Et là, on revient à ce que Patrick Roger évoquait tout à l'heure, c'est est-ce que tous les sujets ont bien été pris en compte? Voilà. Nous cessons d'alerter les opérateurs, des régulateurs d'électricité, de réseaux, etc., qui nous disent, écoutez, selon nos calculs, avec cette montée en charge, on doit y arriver. Moi, je pense que si on passe dans beaucoup de domaines, vous évoquiez tout à l'heure l'isolation des logements, le chauffage des logements, donc entre l'habitation et les transports, si on passe 100% électrique, il va quand même falloir se poser la question de la production d'électricité. Et dans ce cas-là, c'est pas le moment de se désarmer et d'arrêter la production nucléaire. Luc Châtel, dernière question. Vous avez été ministre, vous avez été dans un gouvernement. Là, il y a la formation d'un gouvernement qui est en cours. Ça ne vous intéresse pas de revenir quand même en politique? J'ai pas mis mon téléphone ouvert pour attendre le coup de fil. Non mais on a besoin de gens d'expérience, non? Oui, écoutez, j'ai fait un choix en 2017. Moi, j'ai eu une vie avant la politique. J'ai eu ensuite 15 années d'engagement politique au niveau local et national. J'ai fait un choix en 2017. Je n'ai pas prévu de revenir sur ce choix. Si votre téléphone sonne. Non, mais je n'ai pas prévu de revenir sur ce choix. Vous ne serez pas Premier ministre alors? Non, je n'ai pas prévu d'être Premier ministre. Vous n'avez pas changé de numéro depuis 2017. Ils n'ont peut-être pas le bon numéro. Non. Bon. Merci à vous, Luc Châtel. Je suis très heureux dans ce que je fais. Voilà. Très bien. Merci. On vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous. Luc Châtel, président de la plateforme automobile. Merci à Patrick Roger. On vous retrouve demain. Patrick Roger, à demain matin, 6h. L'invité, Nathalie Loiseau. Et voilà, rendez-vous demain avec Patrick Roger, Cécile du Minibus. Merci à vous, Valérie Collet. Merci à vous, Nicolas Zabogy. Tout de suite, ces conseils de famille, comme chaque soir, et c'est avec Stéphane Moller.